vous donnez envie à nos enfants, et nous, notre fin de vie va être affectée aussi, hein, avec une envie de vivre le demain, il faut qu'on change un peu nos façons de faire. Je suis très proche d'Edgar Morin, voilà. C'est mon ami depuis longtemps. Edgar disait au président Macron, il a eu donc un siècle, hein, il y a quelques semaines, et il disait au président Macron, vous savez, monsieur le président, le problème n'est pas la frénésie scientifique ou technologique. Il est l'usage que l'on en fait. On est tellement là-dedans. Il disait aussi, en parlant des Gilets jaunes, vous savez, monsieur le président, quand on gouverne comme ça, en oubliant une partie des gens, toujours les pauvres, bien sûr, hein, il disait, le premier gourou qui passe, il gagne. Vous avez vu tous les gourous qui sont à l'affût en ce moment, là, autour de chez nous. Il n'y a pas que M. Trump ou M. Bolsonaro ou M. Salvini, hein. On en a chez nous en France aussi. Ça veut dire que rapidement, on va passer de choses fondamentales vers des choses qui sont très, effectivement, préoccupantes au niveau de la politique. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Et vous allez voir qu'il nous faut en fait un système à 4 piliers que je défends beaucoup, qui pour moi est le seul qui puisse vraiment nous sortir de l'ornière dans laquelle on s'est mis. Donc je vais regarder sur des images. On peut baisser la lumière, par contre, ça serait beaucoup plus joli. Est-ce que j'ai mis mon passeur de vie? Ah, dans ma poche. Donc je vais démarrer sur des écosystèmes. C'est quoi un écosystème? Un peu trop là. Oui, il faudrait laisser un peu derrière de lumière. Il faut couper devant et puis laisser un peu derrière. Voilà. Un écosystème, c'est une construction vivante. D'abord, la Terre, on la connaît bien, la Terre. On a plusieurs méthodes pour mesurer son âge. C'est cohérent. 4,6 milliards d'années. 4600 millions d'années, c'est l'âge de la Terre. Très bien. Un fragment du Soleil qui s'échappe un jour, qui se refroidit et qui garde simplement une partie de son eau. L'eau va être très importante dans mon propos de ce soir, parce que tous les êtres vivants sont faits d'eau liquide. De l'eau liquide. C'est pas de l'eau, c'est n'importe quelle condition. Aujourd'hui, c'est clair que l'eau liquide est fondamentale. Un bébé humain qui naît, c'est 3/4 d'eau liquide. Quand vous le serrez dans vos bras, vous avez 3/4 de flotte. Un bébé à quelques jours, c'est 97% d'eau. C'est pas fait pour la désaraignole. Et c'est là qu'on a complètement oublié ce qu'était effectivement le rôle de l'eau. J'ai participé, invité par mes collègues japonais, à un grand congrès à Kyoto il y a quelques années. Le congrès s'appelait l'eau, la molécule oubliée. C'était les gens qui avaient eu un prix Nobel, ils venaient de cloner la protéine qui transporte l'eau à travers les membranes des cellules, les aquaporines. Et ben, tout est là en fait. Hein. Revenons à des choses très très simples. Quand on faisait un château fort, on le faisait sur une source. Hein. On ne le faisait pas n'importe où. Sinon ça ne marchait pas. Donc c'est là le contexte général dans lequel on va s'exprimer. Et ma science, qui est la physiologie, c'est la relation entre la physique et puis la biologie. La physique qui était là. Et Ken Klein disait encore récemment dans une conférence, j'ai bien aimé ce qu'il disait, les lois de la physique n'ont jamais changé. L'univers, 14-15 milliards d'années, hein, c'est la même physique. Les lois physiques d'il y a 15 millions d'années sont toujours valables aujourd'hui. Ça ne changera jamais. Ce qui change, c'est le système lui-même, bien évidemment. L'univers a changé, c'est clair. Mais les lois physiques qui le régissent, ce sont les mêmes pour tout le temps, partout. Et quand la biologie donc, se développe, quand la première cellule vivante apparaît dans l'océan, il y a un peu moins de 4000 millions d'années, on a des terrains en Groenland où on n'a pas de fossiles, mais on a des traces d'activité biologique. On a du carbone d'origine organique. Donc la vie, elle a un peu moins de 4 milliards sur 4,6. Donc pendant 700 millions d'années, la Terre n'avait pas de vie. Il y avait des choses. La Terre n'est pas apparue comme ça sur rien du tout. Nous, on parle en fait de chimie prébiotique, une chimie d'avant la vie. Et on est construit sur un monde minéral, bien sûr, vous le savez très bien. Alors, si on tient debout tout ce soir-là, c'est parce qu'on a un squelette. Et c'est quoi un squelette? C'est une construction. On appelle ça, nous, de la biocalcification, de la biominéralisation, un œuf de poule, par exemple, hein, un squelette de corail, une coquille d'huître, un squelette humain. C'est vraiment cet subtil équilibre entre de la chimie minérale et de la chimie organique. Et vous verrez que le vivant actuel, il s'organise avec... J'aime beaucoup la biorespiration, on finira tout à l'heure là-dessus. C'est quoi la biorespiration? C'est Vinci qui disait en 1516, il disait, notre Léonard, il disait, prends telle leçon dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Ça va être vraiment, ça va résumer notre position de ce soir. Revenir à ce qu'on est, l'admettre, l'accepter, y réfléchir, et pour qu'on puisse s'adapter aux conditions qui se produisent aujourd'hui, dont l'homme est souvent responsable, hein, l'accélération du changement climatique, par exemple, ou l'effondrement du vivant. Revenons à cela. Si on admet que nous sommes, nous aussi, le vivant, nous sommes la biodiversité, ça change tout.
Chaque fois qu'on va aller l'agresser, on s'auto-agresse. C'est un peu stupide pour une espèce qui elle-même a décidé de s'appeler Sapiens. Nous sommes en 1758, milieu du XVIIIe siècle. À l'époque, il y a deux grands savants qui s'opposent dans les sciences de la vie en biologie. Il y a le comte de Buffon, à Paris, qui dirige le jardin du roi et des plantes médicinales. Hein. Il prend sa position, son poste, en 1742. J'ai dit président, moi, entre, tu l'as dit, 2009-2015. Lui, il est en 1742. Et Linné, alors Linné n'avait pas de nom, on ne donnait pas de nom à l'époque aux Suédois. Linnaeus en suédois, c'est le tilleul, il est botaniste, donc Monsieur Tilleul. Donc décide d'inventer une classification du vivant. Tous les êtres vivants, il va les mettre dans un tableau, avec un nom de genre et un nom d'espèce. Canis, canis, le chien. Canis, lupus, le loup. On voit qu'ils sont proches. Les chiens sont des loups domestiqués. Equus cabalus, le cheval, et puis Escherichia coli, la bactérie qu'on porte tous en ce moment, et puis Homo sapiens, c'est l'homme qui sait. Vous allez voir que c'est assez partisan quand même, hein. C'est quelque part incliné, parce qu'il a déjà appelé des espèces Atrox, Ferox, Horribilis, Horridus, nous sapiens. Bon, vous comprendrez bien qu'il y a un peu de chauvinisme là-dedans. Hein. Si on regarde aujourd'hui l'humain, je ne pense pas que c'est le premier terme qui vient, l'homme savant, l'homme qui sait, quand on voit comment on vit, c'est comme ça. Tout démarre comme ça. Et à l'époque, on est très déiste. Hein. Dieu est partout, évidemment. C'est l'acteur de la création. Et montrer quand même qu'ils avaient des égos certains, ces scientifiques de l'époque. Linné dira un jour, Dieu a créé, Linné a organisé l'œuvre de Dieu. C'est le débat du départ. Et comme il ne pouvait pas se sentir avec Buffon, il avait des égos tellement grands que vous savez que les électrons, hein, dans le même sens, ne pouvaient pas se chaquer. Hein. Donc Buffon et Linné ont passé leur vie à s'insulter par lettres, ils ne sont jamais croisés, sinon ils se seraient étripés. Linné était venu au Jardin des Plantes, au Jardin du Roi, en 1738. Et Buffon n'était pas encore là. Et donc Buffon rêvait qu'on lui dédie une espèce magnifique à son nom. Quoi. Alors Linné va chercher l'animal le plus laid d'Europe, le crapaud pustuleux, qui pour l'éternité s'appelle Buffo de foie. Vous voyez qu'ils sont assez cabotins, en fait, ces chercheurs et ces scientifiques, depuis toujours. Donc démarrons sur un écosystème, une construction d'êtres vivants qui s'associent ensemble pour construire quelque chose sur l'environnement qui était déjà là. Donc l'écosystème, c'est du vivant qui s'organise sur du minéral qui était là avant, un fragment de sol, un fragment d'eau dans l'océan. Je vous montre les deux les plus riches au monde en nombre d'espèces ramenées à la surface. La forêt tropicale humide, on est en France, en Guyane, 30 000 espèces au kilomètre carré. C'est gigantesque. Il y a combien d'espèces en France vivantes? Qu'est-ce que vous me diriez? Combien d'espèces vivantes on connaît en France? Qu'est-ce que vous me diriez? L'ordre de grandeur, bien sûr. Hein. C'est une question à 100 sous. 150, pardon? 150 000, 200 000. Non, on est moins. On vient de dépasser un tout petit peu 100 000. On est à 102 000 là aujourd'hui, donc depuis cette année. Hein. Là-dedans, il y a les bactéries, il y a les protistes, il y a les champignons, il y a les plantes, il y a les animaux, bien sûr, tout ce qui est vivant, ce qui est connu. Donc voilà, en fait, vous avez 30 000 sur 1 km² de forêt tropicale amazonienne, et sur un récif corallien, qui est encore français, je ne sais pas pour combien de temps, hein, ça doit être KMI. Est-ce qu'au prochain référendum, effectivement, il sera plus français, je ne sais pas. Là, vous avez 5 à 6 000 espèces au kilomètre carré. Vous voyez que beaucoup moins d'espèces dans l'océan que sur les continents. C'est assez compréhensible. Hein. L'océan est beaucoup plus stable que ne le sont les écosystèmes terrestres. Le corollaire, c'est qu'on pense que les espèces marines durent beaucoup plus longtemps que les espèces continentales. Je vous ai mis ici Shanghai, une grande ville du monde. Eh bien, Shanghai, c'est le tiers des Français. 26 millions d'habitants aujourd'hui. Vous imaginez un petit peu? Évidemment que quand vous faites une ville comme ça, il y a des dégâts hein, sur ce qu'il y a à l'extérieur. Moulac, c'est tout petit. Quand vous faites une maison, quand vous faites un terrain de sport, quand vous faites un parking, vous enlevez du vivant sur de la terre qui était déjà là auparavant. Donc, comment on gère tout ça? On appelle ça l'artificialisation du sol ou d'autre chose. Une ville comme Shanghai, évidemment, ça a un impact. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que si vous regardez les grandes villes du monde, elles sont pratiquement toutes au bord de l'océan. L'humain adore vivre au bord de l'océan. 55% des humains vivent à moins de 10 km de la mer. C'est notre cas ici. Ça veut dire que ce qui est gênant aujourd'hui, c'est cette mer qui monte trop vite. Comment faisaient les hommes préhistoriques? On me dira, mais ils faisaient comment les hommes préhistoriques? Ben, ici à Bouillard, c'était simple. Hein. Il y a 15 000 ans, ils allaient au bord de la mer, ils regardaient, hein, ils pêchaient, ils chassaient, ils étaient chasseurs-cueilleurs, ils pouvaient épuiser le milieu, c'était pas grave, on allait ailleurs après. Là, maintenant, quand on déménage une ville de 26 millions d'habitants,
Hein. Et si vous enlevez les grandes villes du monde qui sont Chicago, Paris, par exemple, c'est un bel exemple, ou Moscou, toutes les grandes villes sont en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, sont au bord de la mer. Donc c'est une préoccupation majeure aujourd'hui. Donc nous sommes intranquilles pour deux raisons. Le climat change trop vite. Là, je vous ai mis simplement sur 130 ans la température de la surface de l'océan. C'est bien mesuré. Hein. Donc vous voyez que dans les 90, ça ne bougeait pas vraiment beaucoup. Et puis là, ça s'envole en ce moment. Depuis 30 ans. C'est en train d'augmenter. Et chaque année qui passe, c'est la plus chaude qu'on ait jamais vécue. Ou parmi les plus chaudes. Les 10 plus chaudes années que l'on connaît sont toutes depuis 2000 en fait. Donc ça s'envole assez bien, vous voyez très bien autour de vous. Et le corollaire de ça au niveau de l'océan, c'est que l'océan remonte aussi. L'océan n'avait pas bougé. Le XXe siècle, c'est tout petit, 1 millimètre par an. Et depuis là maintenant une vingtaine d'années, c'est 4-5 millimètres par an. On mesure très bien ici chez nous, par exemple, à Lacanau, hein, quand vous allez sur un recul des traits de côte à Lacanau lors de la tempête de mars 2015, c'est 60. Vous vous rappelez l'histoire de l'hôtel qui avait été construit au nord du Médoc, qu'on a dû détruire, parce qu'effectivement, c'était pas habitable. Donc, tout ça, ça nous préoccupe, bien sûr. Ce sont des causes d'intranquillité. Et puis, le Groenland est en train de fondre. Donc, ça, c'est un aspect des choses. Et le second aspect, c'est le vivant. Alors, j'ai pris une bestiole qui n'est pas de bouillac, une petite grenouille qui est un peu ma chouchoute. Elle ne vit qu'en Patagonie. C'est Darwin qui la trouve. Hein, quand Darwin fait son tour du monde avec le Beagle, il trouve une grenouille, comme on faisait à l'époque. Il la met dans un flacon d'alcool, ça part à Londres, et on l'oublie sur les étagères du musée de Londres. Puis 120 ans après, on l'a dit, tiens, une grenouille, elle n'a pas de nom, on va lui donner un nom. C'est Darwin qui l'a trouvée. Elle s'appelle, pour l'éternité, elle, Rhinoderma darwini. On dirait, mais on s'en fout de votre grenouille, on ne la verra jamais, on ne sait même pas qu'elle existait ce matin. Mais ce qui est génial, c'est que c'est un symbole pour moi. Elle s'en va. Elle s'en va. On ne la chasse pas, on ne la mange pas, il n'y a pas d'humain en Patagonie pour manger des grenouilles. Simplement, on coupe les grands arbres de la forêt primaire de Patagonie, les grands araucarias, qui vivent de 1000 à 3000 ans, et on en remplace par des pins et des eucalyptus. Et ma grenouille n'aime pas les pins et les eucalyptus. Voilà un exemple typique des comportements humains délirants. Est-ce qu'il faut qu'on aille faire des pins et des eucalyptus en Patagonie? Le climat est en train de changer, bien sûr, puisque les arbres qu'on a enlevés n'ont pas du tout la même évapotranspiration que ce qui était là auparavant. Donc moi, je vais tous les ans, je vais la chercher. J'en trouve quelques-unes. On l'élève maintenant avec l'université de Conception. On essaye de la sauver. Les derniers exemplaires de Rhinoderma darwini. Bon, on pourra en ramener à Bouillac, les mettre ici dans un mini-zoo et puis garder des Rhinoderma darwini. Mais la question, c'est comment on fait pour l'animal qui est sur place dans son milieu naturel. Et puis, le petit dernier, lui, eux sont bons, et puis voilà un dernier arrivant. Qu'intéressant, celui-là. Celui-là, on l'appelait coronavirus 19. Regardez comme vous avez l'air malin avec vos masques, franchement. Vraiment pas beau, franchement. Alors, moi, je me permets de le dire, je n'en ai pas en ce moment, mais je vais en remettre tout à l'heure. Ben voilà. C'est quoi ce truc-là? 15 gènes d'ADN. On a 29 000, tous les humains qui sont là. Il y en a 15, et ils nous emmerdent. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est apparu en Chine, ça c'est clair. Les Chinois ont beaucoup menti au début. On sait qu'ils en avaient déjà durant l'été 2019. Ils nous préviennent en janvier 2020. On se prend la pandémie. Rappelez-vous ce vol terrible. Wuhan-Milan, premier cluster en Europe. Le virus arrive massivement. Les religieux en Alsace qui étaient passés par la Chine. Les militaires français qui étaient à Pékin. Et puis les clusters partent de partout en fait. Puis maintenant il y en a partout. Il va cogner beaucoup en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Pas tellement en Afrique, pas tellement en Asie non plus, parce que on pense qu'en fait, ces gens-là avaient déjà rencontré des virus assez proches. On appelle ça l'immunité croisée. Alors, ils peuvent être malades, mais pas autant que ça. Et il est doublement empoisonnant, ce coronavirus 19, pour deux raisons. Je dirais, c'est terrible, je vais vous dire, il n'est pas assez méchant. Il ne tue pas assez. Donc il va nous embêter pendant très longtemps. Rappelez-vous le SRAS 2003, un virus chinois, aussi de chauve-souris. Il tue à 70%. 3 mois, il disparaît sans aucune vaccination. Quand un virus tue beaucoup trop son hôte, c'est pas bon pour lui en fait. Il a éliminé la résistance possible et puis il s'éteint. Il n'y a plus de gens pour le transmettre. Celui-là, comme il tue 1%, on regarde les gens malades, on a eu 6 millions de morts sur la Terre, c'est très peu. Je vous rappelle que la grippe espagnole de 1918 avait tué
entre 50 et 100 millions de personnes. Et à l'époque, on était 1 milliard, sur 1,5 milliard sur la Terre. Hein. On est 8 milliards. S'il avait été aussi dangereux, il nous aurait tué 5 milliards d'humains, le coronavirus. Donc celui-là, très méchant, il s'autodétruit par lui-même parce qu'il tue toutes les cellules hautes qui pouvaient le récupérer. Et deuxième aspect embêtant avec ce virus qui n'est pas assez méchant, il mute sans arrêt. Et on va se récupérer des mutations. En vaccine, oui, c'est bien. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois. Ça va poser des problèmes qui sont très sérieux, effectivement. Vous avez vu qu'il y a eu un virus brésilien, il y a un indien, il y a eu un virus breton, il y a pendant quelques semaines un virus breton. Ça veut dire que c'est très gênant. Et puis le dernier aspect qui est empoisonnant avec le coronavirus 19, c'est que quand vous êtes malade, il y a des gens qui peuvent être très malades, qui peuvent en mourir. Et vous avez plein de gens qui n'ont aucun symptôme. L'actuel, là, le Delta, on est malade. Mais les précédents, vous étiez malade, vous étiez porteur, mais vous ne le saviez pas. Et vous le transmettiez à d'autres, qui eux étaient plus récepteurs, ils pouvaient être malades. Qu'est-ce qu'ils tuent? 2 fois plus d'hommes que de femmes. Des vieux, clairement. Des gens qui ne font pas de sport. Des gens qui sont en hypertension artérielle, en diabète de type 2, terrible sur les Alzheimer, par exemple. Des gens qui sont déjà fragiles. Ce virus, ce qu'on appelle la comorbidité, il révèle nos fragilités. En fait, il tue des gens qui, sans les progrès de la médecine, seraient déjà morts. En fait, le coronavirus. Donc, regardons comment ça se passe. J'ai fait un papier que je pourrais vous laisser, que j'appelle le coronavirus 19, 2 points, sera-t-il un électrochoc collectif salutaire? Je le voudrais tant. Et quand le président Macron dit, vous vous rappelez, le 16 mars 2020, à la télé, le soir, tous on regardait, on allait confiner le lendemain à midi, on confinait la France, hein, puis toute l'Europe, hein, et il dira, le jour d'après ne sera à aucun cas un retour au jour d'avant. Je suis, mais, éberlué, c'est magnifique ce qu'il vient de dire, là. Qu'est-ce qu'on fait? On refait les mêmes trucs aujourd'hui, on repart. Quand est-ce qu'on va revenir au nombre d'avions qu'on avait avant? On refait des vols d'avion, là, vous voyez, Bordeaux-Marrakech à 4,99 €. Ah, super pour disséminer des virus dans tous les sens. On va recommencer à beaucoup trop circuler, là. Je suis pas contre les voitures, je suis pas contre les avions, je suis pas contre les trains. Il y en a beaucoup trop. Je suis pas contre les vaches, je suis pas contre les moutons, je suis pas contre les poulets. 23 milliards de poulets sur la Terre. Ils pèsent plus lourd que les 10 000 espèces d'oiseaux sauvages de la planète Terre. 1,3 milliard de vaches. Voilà, c'est cette démesure-là qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc, simplement, arrêtons-nous un petit peu, réfléchissons, et vraiment de quoi on a envie pour demain. Il se disait souvent, il y a encore quelques temps, quel monde on prépare pour nos enfants, et notre fin de vie à nous. Hein. C'est sûr que si on continue comme ça va se passer bien avant 2040. En 2040, une grande partie qui sera encore là. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, hein, je suis pas du tout pour vous désespérer, surtout pas, c'est pas ma façon de faire. Je suis là pour vous dire qu'il faut qu'on change. On va voir comment on peut changer. Donc on est tranquille. Là-bas, les papiers, le début janvier 2021, l'apocalypse climatique, on voit ça partout. Dans les grandes revues du monde. Mon successeur au muséum qui a écrit ce livre, La 6e extinction, alors il a mis à l'eau, bon ça va, mais on n'est pas encore dans une crise d'extinction. On est effectivement aujourd'hui dans les prémices de quelque chose. Qu'est-ce qu'on vit? Il faut être très précis scientifiquement. Entre nous, on en parle souvent. On vit un effondrement du nombre des individus dans les populations sauvages. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Et une explosion du domestique. 23 milliards de poulets, 4 milliards de cochons, 1,3 milliard de vaches. Et je ne compte pas les chiens et les chats. Les chats, c'est une catastrophe. Hein. Beaucoup trop de chats. Mon copain Beto, il dit, mais stérilisez vos chats, bordel, évidemment, ils bouffent tout. Donc la question, elle est là. Hein. On n'est pas l'ennemi des chats, bien évidemment. Mais comment est-ce qu'on gère ces questions-là? Et ça, il faut y penser en permanence. Un chat mal élevé, c'est une catastrophe. Hein. J'ai vu, le seul moment où j'ai vu un maire français pleurer, à cause sur la biodiversité, c'était un maire de Nouvelle-Calédonie, il pleurait, parce que les chats revenus à l'état sauvage mangeaient ces oiseaux sans ailes. Voilà, c'est tout. On me dirait, mais c'est quoi un oiseau sans ailes? Ouais, n'empêche que, ils étaient là, et puis, sur une île, il vaut mieux souvent ne pas avoir d'ailes. Hein. Puis s'il y a un coup de vent, vous vous retrouvez en mer, vous vous noyez. Ça marchait. Mais ce n'est pas prévu que des chats arrivent. Des chats sont aucun prédateur. Hein. Il n'y a pas d'animal sauvage pour manger les chats, bien sûr. Donc voilà, on est tranquille parce que revenez à Lucie. Lucie, vous vous rappelez, cette petite australopithèque, il y a 3,2 millions d'années, et tous les matins, elle se disait, est-ce que je vais bouffer aujourd'hui? Est-ce que je vais trouver à manger aujourd'hui?
en même temps, est-ce que moi, je peux être bouffé aujourd'hui? Bien sûr. Hein. Il y avait des lions dans la savane. Il y avait des hyènes, il y avait des panthères. Puis elle allait chipper un morceau de viande sur un canal de zèbre, tué par un lion une semaine avant, puis elle bouffait ça. Terrible, quoi. Hein. Donc il y avait une mortalité gigantesque, vous imaginez bien, c'était compliqué. Hein. Et alors c'est assez amusant sur l'histoire d'être mangé, parce que chaque fois je passais là-dessus rapidement, jusqu'au jour où j'étais invité par des gens comme vous à l'île de la Réunion, l'an dernier. Ils m'avaient logé au Boucan-Canotte. Ben, le Boucan-Canotte, c'est l'endroit où les requins bulldogs ont mangé des surfeurs. Donc on peut encore se faire bouffer, encore finalement. Hein. Si on va se baigner au mauvais moment, ça c'est intéressant parce que on me dit, ouais, vous comprenez, les requins attaquent beaucoup plus. On a regardé, donc on regarde ça de très près. Les attaques de requins sont exactement liées au nombre de gens qui vont dans l'eau. D'ailleurs, la preuve, il n'y a eu aucun humain mangé à minuit la nuit de Noël sur la Terre. C'est génial, hein, c'est de la belle science, hein, ce qu'on appelle les biais scientifiques. Hein. Je dis qu'il fait un bout de travail, ça y est, monsieur le professeur, voilà. Les requins n'attaquent jamais à minuit la nuit de Noël. Il n'y a personne dans l'eau. Hein. Donc ça, c'est intéressant de regarder ça, effectivement. J'ai souvent ça mes étudiants, les biais. Hein. Oh, ils ont fait un gros travail, mais ça, c'est nul, quoi. C'est pas possible. On reconnaît ce petit garçon tué il y a quelques mois. Le père, assassin, hein, il a laissé son môme sauter 14 fois dans l'eau, dans le port de Moselle, au centre de Nouméa. Alors que depuis des semaines, il balançait sa poubelle au cul du bateau. Et le gamin, à la 14e fois, il s'est fait couper en deux par un requin qui venait toujours bouffer la poubelle de ce monsieur. C'est ça qui est complètement incroyable. En fait. Alors après, il faut des requins. Ah bah non, je suis désolé. Et le gamin a fini, il est coupé au niveau du bassin. C'est absolument monstrueux. Ça, c'est bien lié à des comportements humains délirants. Homo sapiens, on a dit. Hein. Donc, comment on est passé de la domestication du feu à l'énergie nucléaire, par toutes les révolutions techniques que l'on connaît, dans un contexte de démographie et de ressources qui tendent à diminuer. Alors, la démographie, je vais être très clair, on a 4 chiffres. Le climat. Il y a 19 000 ans. J'adore les chiffres, j'ai une mémoire qui aime bien ça. 19 000 ans. Dernière grande phase de glacier sur la Terre. Ils arrivent au niveau de la Loire, en France. L'eau de mer était 4 degrés plus basse. J'avais de l'air aussi. Et vous savez où était l'océan? 125 mètres plus bas. Ah, pas quelques centimètres, hein. 125 mètres. Vous connaissez la grotte Cosquer, hein, c'est 12 000 ans, à Marseille. Elle est sous 18 mètres d'eau. Les mecs, ils sont pas allés en apnée faire des peintures préhistoriques dans une grotte à l'époque. Hein. Elle était loin de la mer, c'était pas une grotte marine du tout. C'est une grotte qui était comme sur une carrière, hein, et la mer a monté depuis. Elle est rentrée dans la grotte et elle nous a préservé ses peintures. Il va falloir qu'on la sauve d'ailleurs, parce que là ça monte très vite en ce moment, on va la perdre à notre Cosquer, ce sont nos occupe. Donc ça c'est intéressant, ça a toujours changé. Et quand les gens disent que le climat change, il changeait pas, mais il a toujours changé le climat tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le problème actuel qui nous préoccupe, nos scientifiques, c'est qu'il change trop vite. C'est ça le problème actuel. Ça va trop vite. Et deuxième chiffre, l'humanité, nous sommes en 1940. On vient de rentrer en Seconde Guerre mondiale. La France est envahie par les armées, par la Wehrmacht allemande. Eh bien, nous étions à peu près 2 milliards d'humains sur la Terre. On arrive à 8. On a multiplié par 4 les humains depuis 1900. Ben, avec ces 4 chiffres-là, du climat qui change comme ça, et puis de l'humain qui s'est trop multiplié, vous savez, moi, je vis ça très mal, en tant que professeur des universités ou des écoles d'ingénieurs, je ne l'ai pas dit. Je suis également professeur à Centrale Supélec, je vais à l'école des mines, je vais, effectivement, on a dit à Sciences Po, à HEC. Mes jeunes filles, maintenant, j'ai comme étudiantes, qu'elles me disent, on ne fera pas d'enfants. Et nous, on en a beaucoup trop fait. Petit garçon en Bretagne, je me rappelle de mes amis, famille, 8, 9, 10 enfants dans les 70. On avait beaucoup trop et maintenant, ils n'ont pas le droit d'en faire. C'est un vrai problème. Pensez-y, hein, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réfléchi à ce qu'on faisait et puis maintenant, nos jeunes sont quand même un peu traumatisés. Et je les comprends quand elles me disent ça. Quand on leur explique ce que sera le climat en 2045, ça ne donne pas forcément envie d'y être. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit à tout ça, bien sûr? Voilà. Et comment on prend des mesures sans réfléchir à ce qu'elles vont donner, et bien ça dépend des gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on fait là? On décide, novembre 2018, on augmente de quelques centimes le prix du gasoil. Rébellion complète. D'un peuple de France malheureux. Alors, vous allez me dire, mais regardez le prix du gasoil, il a beaucoup plus augmenté dans les 2 mois écoulés qu'à l'époque en novembre 2018. Hein. Regardez.
Et j'ai regardé le prix du baril de pétrole à l'époque, il était 65 $ US le baril de pétrole sur le marché mondial. Vous savez à combien est le prix du baril de pétrole le 16 mars 2020, quand le président Macron annonce le confinement? Moins 20. On vous donnait de l'argent pour stocker du pétrole. On l'avait extrait, on sait plus où le mettre. Ça, vous voyez que l'économie, c'est pas une science. C'est débile, l'économie. C'est pas une science. C'est que la pure spéculation, en fait. Hein. Quand vous avez un pétrole qui vaut 65, en ce moment, il est à 85. C'est pour vous dire que c'est pas possible. On peut pas indexer des cours comme ça pour des substances aussi importantes pour des raisons triviales, en fait. Hein. Le prix du blé ne peut pas être réglé à ce niveau-là. Vous augmentez trop le blé, ça met des gens dans les émeutes de la faim partout, bien sûr. Hein. Il faut contrôler beaucoup plus ces marchés que François. C'est un capitalisme pas suffisamment encadré. Pas entièrement contre le capitalisme, il faut l'encadrer. De même que le communisme, le soviétisme ne marchait pas. Parce que lui, tu n'es pas compte des règles du marché. Alors comment est-ce qu'on l'encadre? Là, il y avait un très grand patron des Sceaux Norvège qui disait, il y a 20 ans, il disait, le communisme ne marche pas parce qu'on ne tient pas compte des lois du marché. Il faut l'encadrer le marché, sinon il amène aux drames sociaux qu'on vit aujourd'hui. Hein, les pauvres et les riches, ça c'est bien les lois du marché. Et à l'inverse, il disait, à l'époque, hein, le capitalisme non encadré va s'effondrer. Parce qu'il ne tient pas compte des réalités environnementales et écologiques. Et Constanza, qui est un grand économiste américain, disait, comment voulez-vous continuer à croire que dans un monde fini comme est le nôtre, on va continuer à avoir une croissance infinie? Et le vivant sait résoudre tout ça. C'est pour ça que j'aime bien le biomimétisme. Le vivant a tout vécu, tout subi. Il s'en est toujours tiré. Il a failli passer à la trappe plusieurs fois. Il est toujours là. La plus belle entreprise de la Terre, c'est la vie, bien évidemment. 4 milliards d'années, qui dit mieux, hein? Je parle souvent avec mes amis chefs d'entreprise, c'est quand même spécial, vous imaginez. Hein? Bon voilà, tout démarre sur un monde minéral antérieur. L'océan est très stable. Depuis 100 millions d'années, l'océan n'a pas changé. Dites l'océan, arrêtez de dire les océans. Il y a un seul océan sur la Terre. Only one ocean. Il y a plein de mers différentes. La Méditerranée, c'est pas la Baltique, c'est pas la Caspienne. Un seul océan. Quand vous prenez de la mer à 400 mètres de fond, où que vous soyez, c'est la même qualité d'eau. Mes amis du Vendée Globe qui font le tour du monde, ils n'ont pas trouvé une barrière sur la carte. Hein. Ils n'ont pas trouvé des pointillés. Ça, c'est une histoire de géographe, ça. Hein. Un océan. Et voilà pourquoi il a ce rôle si fondamental dans la régulation du climat. Mais il ne change pas. Regardez un estuaire. J'aurais dû mettre la Gironde, on est tout près ici. Là, vous avez l'eau douce. Là, vous avez de l'eau nouvelle. Et ça, c'est quoi? Ce qu'on appelle de l'eau saumâtre. Elle est ni douce, ni salée. Et l'humain a horreur des ambiguïtés. Il faut être fille ou garçon. C'est entre les deux, ça ne va pas du tout. Il faut être eau douce ou eau salée. On n'aime pas du tout les trucs un petit peu ambigus. Donc, eau saumâtre. Et quelle est sa valeur, sa composition à cette eau saumâtre? Regardez. Je vous ai mis un petit tableau ici. Vous savez ce que c'est, ça? C'est votre sang en ce moment. À tous ici dans la salle. Vous regarderez votre prochaine prise de sang. Vous verrez au début, hématologie, et vous verrez 142 millimoles de sodium, 105 moles de chlorure, 3 millimoles de potassium. C'est quoi ça? C'est l'océan. Chaque humain a au sein de lui un petit océan, dilué 3 fois. Nous venons du même moule. On a la même physico-chimie, je montrais, on a les mêmes gènes que nos microalgues de l'océan. Et c'est là que l'humain a oublié ce qu'il est. On s'est cru dépassé par plein de choses, on sait faire plein de choses. Edgar Morin dit souvent, il dit, on est homo faber. J'ai un micro, mon ami il a un beau masque, un beau jean, des belles chaussures, hein. On a un vidéoprojecteur, on a une bagnole dehors. Ouais, il est faber, l'humain. Il dit, il est souvent démence. Hein. Quand on voit les bêtises qu'on fait aujourd'hui, il est souvent démence. Mais il n'est pas sapiens. Est-ce qu'on va enfin devenir sapiens pour qu'on trouve la communauté globale qui nous permettra de survivre ensemble? Ça, je vais vous le démontrer. Hein. Ou bien on est capable, tous les humains, de s'unir en même temps pour travailler dans le même sens, ou alors on ne pourra pas s'adapter. Vous savez qui nous fait la leçon? Et vous le montrer, le plancton, qui était là il y a 3500 milliards, 3,5 milliards d'années. Voilà le plus ancien fossile qu'on connaisse en France, à Paris. Ce sont des cyanobactéries d'Australie, qui à 3,45 milliards d'années. Et bien regardez, ce que je vous mets ici, là vous allez sortir dehors, là. Il y a une flaque d'eau à Bouliac chez vous, votre flaque d'eau. Il y a des cyanobactéries dedans. C'est magique. Hein. Les mêmes. Comment elles ont fait pour durer aussi longtemps? Alors, au lieu de faire un parking par-dessus, ou de faire pipi dans la mare,
Allons voir pourquoi elles sont toujours là et comment elles ont fait pour être toujours là. On s'en fout complètement, on néglige tout ça, on fait un parking par-dessus, on n'en parle plus. Oui, le résultat aujourd'hui, hein, c'est notre intranquillité que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc, 3 défauts chez l'humain à couper. D'abord, l'imprévoyance. Culture de l'impact, ça je vous en conjure ce soir. Demain, commencez dans votre tête une culture de l'impact. Chaque fois que vous faites quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? En démarrant ma voiture comme ça, en mettant mes bottes comme ça, en mangeant ça, en mettant ça dans mon jardin, en coupant cette fleur ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez d'abord que c'est un excellent exercice dans la tête, vous avez vu, ça marche, hein? Et vous ne ferez pas d'Alzheimer, ou ça va retarder tellement que vous serez mort avant. Et deuxièmement, bien sûr, vous ne serez jamais pris au déni quand quelque chose de bizarre va se produire. Culture de l'impact. L'arrogance a tué. C'est les mecs surtout, beaucoup plus les hommes que les femmes. L'arrogance. On a tué en 50 ans la moitié des éléphants et des girafes. C'est pas les femmes qui font ça. Je le crie, je le hurle partout, hein, qu'on arrête. C'est pas les femmes qui ont tué les éléphants et les girafes. Ils en ont la moitié. C'est des gamins de 15 ans avec des Kalachnikov en Afrique. Ça vaut $50 une Kalash avec des munitions aujourd'hui. Kalash chinoise d'ailleurs, hein. Ces armes sont partout. Et ils tuent avec ça mes éléphants, mes hippopotames, mes girafes. Et ils violent toutes les filles du village d'à côté. Ça, c'est l'écologie, ça aussi, bien sûr, évidemment. On oublie. Ben voilà, c'est quoi le vivant? Ben, c'est ce que je voulais vous démontrer ce soir. Le vivant, c'est soit des bactéries. Et tous ici dans la salle, là, on est fait de bactéries. Il y a plus de bactéries dans et sur un corps humain que de cellules humaines. Regardez comme on est joli comme tout là. On est plein de bactéries, on serait moche sans bactéries. Les trous de nez, les oreilles, dans les yeux, dans les cheveux, partout. Vous êtes dans les bactéries, vous êtes fait de bactéries. Et je vous disais tout à l'heure, quand le dialogue entre ces bactéries qu'on appelle symbiote, hein, c'est le microbiote, et puis nos cellules humaines ne va pas, eh bien c'est l'obésité, c'est le diabète de type 2, c'est l'hypertension artérielle. Et on vit pas vieux. Pas de sport, c'est pas bon non plus. Faites du sport, on vit plus longtemps si on fait du sport. Donc ça, c'est très clair pour nous, on a regardé ça, c'est très très net. Il faut manger moins, faire du sport, bien sûr. Les protistes. Alors, ça sont des cellules à noyau, pardon, des cellules sans noyau petites. Les grosses cellules avec un noyau plus grand, on les appelle les protistes. Ce sont, ici, du phytoplancton. Le plancton de l'océan, ici dans l'estuaire, à Bouillac, hein, il y a effectivement des dinoflagellés. Qu'est-ce qu'ils font, ces cellules? Ils nous font la moitié de l'oxygène de la Terre. Il n'y a pas que les forêts, hein. Les levures. Mais il n'y aura aucun Bouillacais sans levure. Sans levure, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de fromage. Vous comprenez bien que ce n'est pas des bricolages d'écolos farfelus que je vous raconte là. Hein. Vous n'existeriez pas sans les levures. Et ça fait belle lurette que l'humain sait utiliser les levures pour faire du vin, pour faire du pain, pour faire des fromages. Bactéries protistes. Après, vous avez les champignons et les plantes, vous les connaissez bien. Et puis les animaux, voilà. Et l'humain est un animal. On l'a vu dans sa physiologie, on est un animal. On n'est pas que ça, on a dit. Hein. Il y a autre chose là-dedans. N'empêche que, voilà. Et celui-là, il est génial. Personne n'en parlait. Il s'appelle le blob. Et c'est une jeune collègue qui est chercheuse au CNRS à Toulouse qui le met en avant. On connaissait, mais bon, il était décrit. Ça vit dans les forêts. Et là, ici à Bouliac, hein, on peut tout à l'heure aller faire un tour, là, quand il fera jour, avec une lampe torche. On va trouver des branches avec des lichens. Il y a des blobs chez vous à Bouliac. C'est génial, ce truc. C'est pas un animal. C'est pas une plante. C'est pas un protiste. C'est pas une bactérie. C'est pas une bactérie. C'est un protiste, effectivement. Le tissu ressemble un peu à des champignons. Mais c'est pas un champignon non plus. C'est une grosse cellule qui fait plusieurs mètres carrés. Une seule cellule. Qu'est-ce qui bouffe en élevage? Des flocons d'avoine. On en a à l'école, on donne des flocons d'avoine. J'ai une très belle histoire récemment. J'ai une petite fille, j'étais à Toulouse avec Thomas Pesquet. Lui était encore dans la station, puisqu'il a monté un globe là-haut. Hein. Et moi j'étais avec les enfants, en fait, au CNES à Toulouse, et on échangeait. Et une petite fille me dit, vous savez, Gilles, mon blob, il est tout marron. Je dis, ça va pas, il est malade ton blob, parce que c'est jaune comme ça normalement, c'est pas marron. Il dit, qu'est-ce que tu donnes à manger? Bah, des flocons d'avoine, mais lesquels tu donnes? Bah, j'ai acheté les plus bio possible. Il est malade en mangeant du bio. J'adore les clins d'œil du vivant. Donc on comprend pourquoi il est malade en mangeant du bio. Parce que quand un être vivant, effectivement, est laissé à sa défense propre, il émet lui-même des toxines pour se défendre.
en l'occurrence, on appelle des mycotoxines. Eh bien, ça empoisonne le globe. Donc, si vous l'élevez, donnez pas du bio à votre globe parce qu'il sera malade. Vous voyez que c'est ça le vivant. Et c'est ça les clins d'œil de la recherche en biologie. Il y a plein de surprises comme ça. Oh, voilà. C'est quoi la biodiversité? Ben, c'est ça. Alors, c'est ce qu'on imagine. Je suis là sur une plage de Guadeloupe avec 20 collègues. On a fait un énorme trou dans le sable il y a 10 ans. Et on cherche des trucs que personne ne connaît. Parce que personne n'a fait un trou sur une plage pour chercher des bestioles. Voilà. Alors là, je vais vous séduire ce soir. Hein. J'ai choisi les mots, là. Regardez quand vous voyez ça. La ministre, elle pleure. Elle me dit, oh, mais Gilles, vous avez raison, il faut sauver ce truc. C'est trop beau, il faut qu'on le garde avec nous. Hein. Donc, est-ce que la biodiversité, c'est que des beaux trucs? Bah non, c'est aussi des moches. Alors, là, ça change tout. Alors là, ça change tout. On me dit, attendez, professeur, écoutez, on n'a pas trop de sous, nous. On veut bien sauver celui-là, là, on va vous donner des sous, mais vous voulez quand même pas sauver le machin à gros nez, comme ça, ici, ou bien le machin, là, qui n'a pas de Dieu, avec des dents en avant, là. Eh bien, si, c'est ça, le vivant, c'est pas que des beaux. Et celui-là, il est génial, celui-là. Il s'appelle le rat taupe nu. Il vit dans des terriers au Kenya, et puis en Éthiopie. C'est un rongeur. Il vit 50 ans. Quel rongeur vit 50 ans? Ça fait pas longtemps, les piratons que vous connaissez, hein, les pirates des champs, les campagnols à 1-2 ans, hein, 50! Il sait arrêter son vieillissement à un certain moment de sa vie. Du jour au lendemain, il devient la star qui va sauver l'humanité. Donc il y a l'amo qui le lève à Orléans, c'est là que ça va pas, quoi. Bon, il parade des moches, il était foutu, ce truc-là. Hein. Alors maintenant, on l'a repéré, lui, on va le garder. Donc si la biodiversité, le vivant, c'est pas que des beaux ou des moches, eh ben c'est ça la biodiversité. Voilà. Et là, si j'arrive pas à vous convaincre que c'est absolument vital, c'est pas une histoire d'écolo, c'est ça la biodiversité. Là, si j'enlève le nickel des couverts, là, et puis le verre des bouteilles, c'est que de la biodiversité. Vous ne mangez que ça. Vous ne coopérez qu'avec ça. C'est tout. Ben voilà, donc voilà pourquoi il faut les garder avec nous. Hein. S'ils s'en vont, on aura quand même quelques soucis, vous imaginez bien dans le futur. Hein. Alors on s'est mis à élever des bestioles, pas des vaches. J'ai rien contre les vaches, mais bon, il y en a beaucoup trop. Hein, tout à l'heure, on l'a dit. Et ça, à un moment où on sort 2 très beaux livres, Marc-André Sellos, Jamais seul. Il montre comment un arbre est une construction. Un arbre, il n'est jamais seul. Il est associé à des milliards de petits micro-organismes dont la biomasse est supérieure à celle de l'arbre dans le sol. Les mycorhizes, hein, vous en avez plein ici à Bouliac, hein, qui maintiennent cet arbre, ses racines, son tronc, ses feuilles. C'est ça. Et les feuilles de l'arbre sont de magnifiques panneaux solaires. Ils savent très bien récupérer l'hydrogène de l'eau. Et en plus, mieux que nous, ils savent garder l'énergie pendant la nuit quand la photosynthèse ne marche pas. Allons voir comment ils font. On veut les couper partout. C'est là que l'humain est totalement arrogant, n'a pas compris que les solutions, elles sont autour de lui, dans la nature. Le vivant n'aura jamais inventé des usines à gaz comme on a fait, jamais. Ça coûte beaucoup trop cher en énergie. Très beau livre sur un bébé humain qui naît, tous entrelacés, Eric Batteste. Je sais pas, je suppose qu'il y a des mamans ici dans la salle. Hein. Rappelez-vous l'accouchement. Au moment de la fécondation du bébé chez l'humain, c'est très discret, hein, c'est un ridicule petit spermatozoïde masculin, extrêmement petit, par rapport à une énorme cellule féminine, l'ovocyte, que chaque femme pond tous les 28 jours, qui finit sous la chasse d'eau, hein, c'est ça. Hein. Et bien, quand la fécondation a lieu, et que l'embryon va se mettre dans la muqueuse utérine, tout part à ce moment-là. Et c'est la rupture de la poche des os qui fait que le bébé, pour la première fois, le bébé humain, il rentre en contact avec la biodiversité de la Terre. Donc voilà, une goutte d'eau de mer, des milliards de virus, des millions de bactéries et des centaines de milliers de micro-algues. Ça, c'est 98% du vivant dans le sol. Les baleines et puis les poissons, c'est que 2%. On les a oubliés. Donc on a dit des tas de conneries sur ce quai d'océan. Tara Océan, ce bateau, c'est un bel exemple de mécénat scientifique, puisque ANSB nous offre chaque année 5 millions d'euros pour qu'on fasse un tour du monde avec un bateau pour séquencer la surface de l'océan. Regardez ce qu'on ramène, comme c'est beau à pleurer. Des dinoflagellés qui nous font notre oxygène. On en ramène 600 000 pas connus. On n'était jamais allé les chercher. Deuxième écosystème, un sol. Ici à Bouliac, je vous emmène derrière là, le centre où on est là. Un sol vivant. 3,5 tonnes de micro-champignons à l'hectare, 2,5 tonnes de bactéries, des tardigrades, des lombriques, des nématodes, des collemboles, des acariens. C'est ça un sol vivant. On a tué la moitié de nos sols en 50 ans. Pour 2 raisons. Une mécanisation à outrance
des tracteurs beaucoup trop lourds, un labourage beaucoup trop profond, et ces fameux biocides, pesticides, herbicides, qui ont tout flingué. Et le vivant ne sait pas dégrader ces molécules. Un des pires drames, c'est le chlordécone, on en parle beaucoup en ce moment en Martinique et en Guadeloupe. Cancers de la prostate ont explosé, les cancers du sein chez les jeunes femmes, des cancers du sein chez les garçons. Tout ça pour gagner quelques centimes sur le prix du kilo de banane. C'est ça le cerveau humain. Mon discours n'est ni de droite ni de gauche, hein, c'est un discours clair de bon sens. Comment est-ce que tous collectivement, citoyens, on se défend. Einstein a dit une très belle chose parmi d'autres, il disait « Le monde ne va pas mal des méchants ou des stupides, il va mal des gens normaux comme nous qui les laissons faire. » Et bien on a laissé faire. Les mêmes ont cru que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté exactement à la frontière de l'Hexagone, et puis on trouvait du césium partout dans les champignons du côté de Grenoble à l'époque. Arrêtons de se faire bourrer le mot comme ça, quoi. Comme un chef d'État vous dit le 20 mars 2020, le masque ne sert à rien, et que maintenant on veut en coller aux enfants de 3 ans, pour lesquels ça ne sert à rien. Donc dès qu'on change dans le monde politique, dès qu'on change dans le monde scientifique, quand on voit les querelles des médecins qu'on a eues pendant l'histoire de la Covid, on a dit tout et n'importe quoi. Je peux aller dans la rue tout à l'heure à Bouliac avec un micro et dire à quelqu'un « Est-ce que la chloroquine marche contre le coronavirus 19 ?» Oui, le type il a une opinion. Mais la science n'est pas une opinion. Et depuis plus d'un an, on ne fait que nous asséner des opinions. Écoutez les hommes politiques, c'est que des opinions. Il n'y a aucune science derrière. Je ne voudrais pas un monde dirigé par les chercheurs, c'est pas leur but. Mais on pourrait les écouter un peu plus souvent. Et donc, conseil scientifique qui a été monté sur la Covid, je me suis fâché très fort. Hein. Ce virus, c'est un virus de chauve-souris. J'ai mis 13 mois à imposer au président un vétérinaire dans le comité scientifique. Les vétérinaires français avaient découvert le coronavirus, dont ceux du Liban d'ailleurs, ils avaient déjà vacciné. Et maintenant, on leur dit en mars 2020, non, pas les vétos, c'est pas sérieux, c'est un problème de médecin. C'est débile. Là où il fallait unir tous les efforts, des écologues, des médecins et des vétérinaires, bien entendu. C'est le projet One Health, hein, une seule santé. C'est mon rôle à la région maintenant Nouvelle-Aquitaine, hein, montrer les relations entre la tuberculose bovine du Limousin, avec les pestes aviaires sur les canards en ce moment, ici chez nous, les maladies virales sur les truites en élevage. C'est tout ça en fait, lié aux activités humaines. Trop d'animaux domestiques en même temps, trop d'humains en même temps, et les sauts d'espèces. Rappelez-vous, là, les grippes aviaires, il y a quelques années, c'était en 2011, l'arrivée de Chine, on me dit, on va tuer tous les oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs. Vous allez toucher à mes oiseaux migrateurs, je vais me défendre jusqu'au bout, et on se rend compte que le virus chinois, toujours la Chine, hein, il prenait exactement le train du transsibérien. Alors je dis, mais comment ils faisaient les virus quand il n'y avait pas de train pour venir en Europe? Et on découvre un trafic de poussins de 1 jour dans le train. Il y a des humains qui déconnaient complètement. Des poussins totalement vérolés, bien évidemment. Et c'est comme ça qu'il faut de la science pour qu'on aille voir ce qui se passe. Il faut de l'investigation. Troisième écosystème, un bébé, voilà. Ça, c'est l'intestin d'un bébé humain à la naissance. Quelques bactéries, pas beaucoup. Ça, c'est l'utérus de sa maman. Et vous voyez qu'au moment de la rupture de la poche des os, le bébé, il n'est pas contaminé par sa maman. Il est ensemencé par sa maman. Toutes ces bactéries de la maman se précipitent et elles vont ensemencer. Et ce moment-là est déterminant sur une vie future. Vous serez gentil, méchant, vous serez beau, vous serez grand, vous serez... C'est très important. Maurice Cyrulnik nous parle des 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours d'un bébé humain. 3/4 d'eau, on a dit à la naissance. Et ça doit se passer très bien. Par exemple, on a eu un drame avec les césariennes pendant très longtemps. On ne savait pas. On va donc, pendant une salade, enlever le bébé de la maman. Ça ne peut pas se passer. Maintenant, quand on fait ça, on récupère des bactéries de la maman et les remet dans la bouche et dans l'anus du bébé, au moment de sa naissance, pour l'ensemencer comme un bébé qui serait né par les voies naturelles. Et ça va complètement oublier, on est passé par-dessus. Voilà, nos relations avec le vivant, tout à l'heure je vous disais, ça c'est l'ADN de intestin de bébé, c'est de l'ADN de microalgues que je vous ai montré, et bien nous avons simplement 1/3 de notre ADN en commun avec les microalgues. 2/3 avec une mouche, 60% avec une banane. Mais l'arrogance de l'humain. Donc quand vous mangez une banane, vous direz j'ai une communauté avec cette banane. Hein? C'est pas du tout un truc comme ça qui sort de... C'est la vie, c'est le vivant. Vous la remercierez, vous allez la manger, elle va vous servir en nutriments.
Mais là, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. On achète, on jette. Le gaspillage. Expliquer à un gamin que c'est pas normal sur la même table tous les jours de l'année d'avoir des mangues, des papayes, des bananes, des ananas, des avocats. Moi, mes kiwis, j'en ai dans mon jardin. Je les mange depuis une semaine. J'ai pas mangé un kiwi depuis le mois d'août. Hein. Ils venaient de Nouvelle-Zélande. Les tomates en ce moment, ne mangez pas de tomates. Elles n'ont pas de goût. C'est pas la saison des tomates. Thierry Marx, un des plus grands cuisiniers du monde, me dit, mais jamais je servirai une tomate sur un restaurant Thierry Marx entre novembre et mai. En mai, je vais recommencer avec des bonnes tomates de Bouliac que j'aurais fait dans mon jardin et qui ont un vrai goût de tomate. Donc c'est l'éducation. On a perdu tout ça, en fait. On a tout rendu facile avec de l'argent, mais il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas du tout l'éducation qui va. Ben voilà, pour finir ça, c'est votre lit ce matin. Voilà, à tous ici dans la salle. Et mon histoire, que vous dormiez tout seul ou à deux, ça marche. Qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, ils mangent vos poils, ils mangent vos cheveux, ils mangent les cellules de la peau qui s'en vont, toutes les humeurs dans un lit humain après les ébats de la nuit, parce que ça bouffe les acariens. Hein. Chaque humain en entre 1 et 2 millions. Hein. Alors, elle me dit, ah, votre truc, mais c'est super moche. C'est terrible, vos acariens, c'est comme ça. Alors, à part les cas extrêmes où, effectivement, il y a des cas d'allergie, ça existe. Hein. C'est beaucoup plus rare que ce qu'on croirait, ça peut exister, où il faut effectivement intervenir. C'est super utile. Une jeune femme qui me dit un jour, mais j'ai une petite fille de 2 mois, c'est pareil. Je dis, oui, c'est pareil. Mais c'est dégueulasse, ton truc, écoute. C'est ce que tu fais. Tu prends ta petite fille dans tes bras comme une maman sait le faire, tu la donnes bien, tu lui donnes son bain, mais tu ne la remets surtout pas humide dans les draps à 37. Sinon, tu doubles la population d'acariens pour le lendemain. Ce que tu fais, c'est que tu laisses le beau soleil de Bouliac frapper les draps quelques heures, et puis après, on diminue la population. Et tout récemment, c'était, et tout près d'ici d'ailleurs, c'était quelle école on était? À Bouliac? Florac. À Florac, c'est pas loin. Hein. Je vais faire une conférence comme ça aux enfants de Florac en CM2, et je montre cette image-là. Oh, il y a un petit garçon, il est dégoûté, quoi, il me dit quand même, mais il a vu que je les aimais bien les acariens, donc il veut pas me faire de mal, il me dit alors, mais alors Gilles, quand je me lève la nuit faire pipi, que je reviens au lit, j'écrase mes acariens? Je dis non, ils sont trop petits. Et je l'ai rassuré. Voilà. Vous voyez qu'il faut rendre des choses très simples. Je pense que si chacun se rappelait de tout ça, ça changerait tout. Ce mépris pour le vivant, et on ferait beaucoup plus attention. On ne mettrait pas des pesticides partout, on ne dégraderait pas, on ne labourerait pas trop profond, on mangerait les fruits de saison et les légumes de saison, on ferait attention. On prendrait sa voiture de temps en temps, bien sûr, pas tous les jours. Et c'est là que c'est l'éducation qu'on n'a pas fait, en fait, effectivement. Voilà, donc tout s'est passé par la domestication du feu en Afrique, il y a 1,5 million d'années. L'humain a cessé d'être uniquement un animal, hein. Il devient un animal savant, puis il devient un humain. Le feu a été fantastique, parce que le feu permettait de maintenir les fauves à distance. Le feu permettait aux gens de parler et de prolonger la longueur du jour. On a la structure anatomique de l'hyoïde, hein. Ils parlaient, ces gens-là. Depuis le début, ils parlaient, les humains. Ces gens, on ne connaît pas leur langue, mais ils parlaient. Ils se racontent au coin du feu l'histoire du copain piétiné par un rhinocéros de midi, tu vois. Et puis le cerveau humain grandit comme ça. Et puis on s'organise, on n'est pas très nombreux. Moi, c'est une question qui m'a beaucoup obsédé pendant longtemps. Donc, je travaille avec les préhistoriens qui sont à Totavel. Totavel, vous savez, c'est le lieu en France où il y a les plus anciens humains français, si on peut parler comme ça. 700 000. 700 000, les humains sont à Totavel. Il y avait comme un préhistorien, mais comment ils ont fait ces gens-là? Ils étaient que chasseurs-cueilleurs. Hein. Donc ils ramassaient des fruits, et puis chassaient, sans épuiser leur milieu. Dans la vallée de Totavel, elle n'est pas très grande. Et vous savez quelle est la réponse? Au maximum, à chaque fois, ils étaient 20. C'est ça la différence avec la démographie. Ils étaient 20. À 20, on peut faire ça. 8 milliards aujourd'hui. Vous comprenez que c'est quand même pas simple. Après, il y a eu bien sûr le néolithique. Alors, ça c'était la grande phase. Les femmes commencent à faire beaucoup de bébés. Les humains s'arrêtent. Ils inventent élevage et agriculture. Et culture de plantes. Premier animal domestiqué, le chien, 35 000 ans. Le chien vient de Chine et de Pologne. Actuel, bien sûr, à l'époque, ça n'est pas comme ça. Le chat, 15 000. Le cochon, vers 11 500. La chèvre, 13 000 ans à peu près. Beaucoup plus tard, le cheval. Et le dernier, c'est le lapin. Le lapin, c'est 2500 ans. Le lapin, à l'époque, ne vivait qu'en France du Sud et en Espagne. Et des lapins, il y en a partout sur la Terre. Moi-même, mon chercheur, j'ai un gros problème au Kerguelen. Parce que les chercheurs n'ont pas fait attention.
avec leurs grosses chaussures, ils ont amené des pollens du pissenlit partout. Alors, et les oiseaux marins, les caméras n'aiment pas faire le nid avec les pissenlits. Alors, il est génial d'un mec à Paris, hein, on n'a pas parlé ensemble avant, il me dit, qu'est-ce qu'ils mangent les pissenlits? Les lapins! Et ils emmènent des lapins. Et maintenant, on croule sur les pissenlits et sur les lapins. On ne sait pas quoi en faire. Il n'y a pas de prédateurs, hein. Il y a quelques chats qui ont été amenés. Est-ce qu'ils vont amener maintenant des lions? Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et c'est vrai que les espèces invasives amenées par l'humain, c'est une catastrophe. Hein. Une guêpe pose problème dans les Moluques, on amène un merle, il bouffe tout, c'est une catastrophe. Maintenant, le merle des Moluques, on ne sait plus comment en faire. Hein. Une plante à Tahiti s'appelle Miconia, qui vient d'Amérique du Sud. On amène un joli paquet de Miconia au jardin Gauguin à Tahiti. Catastrophe. Évidemment, il s'échappe du jardin, une plante, elle s'échappe tout le temps. Elle a rempli Tahiti. Aujourd'hui, il y a des coins, on ne peut même pas rentrer à la base. C'est plus dur que le mur. Là. Il y a plein en France, la Jussie, hein. Regardez, en France, la seule plante jaune en ce moment à Bouliac, hein, c'est le Senson du Cap. Il est venu sur des laines de mouton qu'on a amené dans les années 1930-1940 pour teindre la laine ici en France. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Et le Senson du Cap, il est partout. Les Jussies qui envahissent les plans d'eau, l'ambroisie d'Argentine qui colle des crises d'asthme à tous les Français. C'est un couple de retraités qui l'a ramené dans sa poche d'argent. Et tout est comme ça, en fait. On ne fait pas attention. On travaille beaucoup, moi qui ai vécu longtemps à Bagnols-sur-Mer, sur le GR10, ce chemin qui va de Bagnols à Hendaye, vous voyez 400 km, 3 semaines. Pour faire à pied en marchant bien 3 semaines. On passe par tous les cols des Pyrénées. On a regardé les chaussures des randonneurs. On fait la manip avec eux le soir. Hein. On va au camping. Et j'ai lavé vos chaussures. Si vous voyez le nombre de plantes basques rendues en pays catalan et les nombres de plantes catalanes rendues en pays basque, voilà. Il n'y a pas de mauvaise intention. Mais c'est stupide. Et ça pose des problèmes, bien évidemment. Hein. Et tout est comme ça partout. La machine à vapeur, voilà, c'est effectivement le début vraiment du caca. Hein. Du jour au lendemain, il faut du charbon et du pétrole. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas inventer la machine à vapeur. Première locomotive, James Watt, 1784, un peu avant la Révolution. C'est génial pour l'époque. Ça va, dans le progrès de l'époque, changer la dureté du travail chez l'humain, bien sûr. Hein. Des tracteurs, des bateaux à vapeur, hein, des machines à vapeur. Le problème, c'est qu'il faut du charbon et du pétrole, et puis que là, on va commencer à utiliser le charbon et le pétrole. Et le premier qui va en parler, c'est un siècle après Arrhenius, qui dira, qui aura un prix Nobel. Arrhenius, un savant suédois, qui disait, je ne sais pas si c'est si bien que ça, de brûler le charbon et le pétrole et de rejeter comme ça dans l'environnement les gaz de combustion. Aujourd'hui, le climat qui change trop vite. Regardez-nous ici à Boulogne ce soir, là. On respire de l'air dans cette salle, là. La moitié du CO2. La moyenne du CO2 qu'il a, il a 100 ans. Ça dure trop longtemps. C'est que là, l'inertie du climat est compliquée. Le climat ne va pas s'arrêter comme ça. Tout le reste, je pense, on va pouvoir le compenser. On va faire beaucoup mieux en agriculture, en pêcherie, en forêt. Mais sur le climat, c'est compliqué. Vous voyez, sur le climat, on essaie de freiner le changement climatique et d'adapter les populations à ce changement. C'est ça qui est important pour nous tous, évidemment, bien sûr. Hiroshima, ça va être pour moi le premier déclic de l'humain qui, par sa créativité, son inventivité, son esprit, sa science, sa technique, son arrogance aussi, invente l'arme atomique. Je regarde Edgar Morin, hein. C'est pas l'invention de l'énergie atomique qui pose problème, c'est l'usage qu'on va en faire. Et on détruit Hiroshima, et on détruit Nagasaki une semaine après. Bon, je parle pas de... Est-ce que c'était bien d'avoir fait ça? Il y a plein de théories qui s'affrontent. On peut discuter longtemps. Hein. Certains disent que oui, si on ne l'avait pas fait, la guerre japonaise aurait duré beaucoup plus longtemps. Peu importe, le débat, il n'est pas là. Il est sur le fait que l'humain arrive, par sa science, à créer un événement qui ressemble à une grande catastrophe naturelle. Je m'étais amusé dans Le Monde à faire un papier, il y a quelque temps, où je comparais Hiroshima, 8 août 1945, à l'explosion du Vésuve, au début du mois d'octobre 79 après Jésus-Christ. Même résultat, 60 000 morts en 10 minutes. Donc l'humain est capable, par sa science, parce qu'on n'est pour rien dans l'éruption du Vésuve, évidemment. Hein. Il a craché tout seul. Vous avez vu le volcan de la Palma aujourd'hui. Hein. Bon, il ne fait pas de mort parce que il ne crache pas trop vite et trop fort. Il sème la zizanie, on est d'accord. Parce qu'on ne peut rien arrêter. Hein. Une lave, vous mettez une paroi en béton, en métal, tout fond. De toute façon, on est à 1200 degrés. Donc le volcan, il fait ce qu'il veut. Hein. Il peut recouvrir entièrement l'île de la Palma. Tous les gens devront partir.
où l'humain est fou, c'est d'aller vivre sur un volcan qui n'est pas éteint. Et les volcans, même en France, ils ne sont pas éteints, les volcans français. Donc ça veut dire que on est dans un système où, dans ces catastrophes naturelles qui ont existé, l'humain était pour rien, et on peut les simuler aujourd'hui par des choses comme ça. Et ça va donner la grosse tête à l'humain. On relit les textes en 1945. Je ne joue pas à Dieu, je suis Dieu, on dit certains. Vous vous rendez compte un peu? Parce qu'on avait détruit Hiroshima et Nagasaki. Et puis surtout, autre importance de la date, c'est que là, on était 2 milliards d'humains. 2 milliards, on imite. Là, en plus, on s'est bien fait plein de bébés après la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup trop. Et là, aujourd'hui, on est à 8 milliards. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Les 2 seules fois où l'humanité a régressé en nombre, c'était pas des guerres du tout, ni du terrorisme, encore moins, on tourne nos rabâche les oreilles aujourd'hui, c'était des événements, effectivement, de pathologies infectieuses. On va y revenir tout de suite. Donc, Crutzen, qui est un prix Nobel de chimie, il est mort au début de l'année 2021, proposait le terme d'anthropocène il y a 20 ans. Anthropo, l'humain, sénos, la fraction du temps sur la Terre, durant laquelle le plus puissant moteur du changement, c'est l'humain. On a vu avec ces animaux domestiques, avec ces plantes d'intérêt économique, bien sûr. Voilà, ben simplement, je vous montre ça. J'ai eu la chance d'aller 2 fois à Chauvet. J'en ai pleuré à chaque fois. C'est un grand avantage. Hein. On permet à 2 fois 5 humains par an d'aller à Chauvet. On ne va pas refaire les bêtises qu'on a fait à Lascaux, bien sûr. Hein. C'est 2 fois plus vieux que Lascaux. Lascaux, 20 000 ans. Là, c'est 37 000 ans. Que 2 pigments. Ils n'ont que le charbon de bois, une torche de pain, hein, qu'ils écrasaient sur le mur. Donc, on retrouve le charbon de bois. Facile comme tout à dater, au carbone 14, 36, 37 000 ans. Génial. Et l'ocre rouge, l'oxyde de fer. Qui est classique partout dans les cailloux du coin. Et avec ça, ils ont fait ça. Qui dessine comme ça? Il y avait des lions en France, des hyènes, des panthères, des rhinocéros. Le premier dessin animé de l'histoire, regardez, un rhinocéros qui relève la tête, là. C'est magique. Et la seule question que j'aurais pour vous ce soir, quand on me dit le progrès, et puis on sauve que ce qui sert à quelque chose. À quoi ça sert de faire ça? 800 mètres de l'entrée d'une grotte. Vous êtes avec quelques enfants. On a une trace de pieds d'enfants. Des femmes. On dessine ça sur les parois. Personne ne va jamais les voir. Quand tu dessines, l'animal n'est pas devant eux. Il est là-dedans. Hein. Ils l'ont vu une semaine avant dans la savane autour. Hein. Ils ne sont pas juste devant. À quoi ça sert de faire ça? Ça sert à rien. C'est une question qui me reviendra toute ma vie. Donc je ne serai pas avec eux. Pourquoi ils ont fait ça? On dit scène de chasse. Rituel de chasse, même pas. Leurs cimetières autour sont pleins de rennes. Ils mangeaient du renne. Il n'y a pas un seul renne à Chauvet. Il y en a un à Lascaux. Ce n'est pas des scènes de chasse. Mais ils auraient fait des rennes partout. Hein. On aurait dû amener nous des rennes pour qu'on puisse manger. Nous, on dessine des animaux qu'on ne mange pas, des lions, on ne mange pas de lions, on ne mange pas de potes. Donc c'est pour revenir à notre... Ce qu'est le cerveau humain, justement, dans tout ça. On l'a oublié. Cette spiritualité-là, elle est essentielle à notre vie. Moi, j'ai un second exemple qui me plaît beaucoup, c'est Ératosthène, un scientifique grec qui est en Égypte, 700 années avant Jésus-Christ. Uniquement par de la géométrie, il va calculer la circonférence de la Terre, son diamètre et sa masse. Quand ça sert à rien, mais c'est génial. C'est ça l'humain par rapport à l'animal. L'animal va lui calculer la masse de la Terre. Je vous ai montré une météorite tout à l'heure. Et pourquoi on a cette météorite? Parce qu'un humain l'a ramassée. Jamais un animal n'aurait ramassé une météorite. Ils sont foutus. À quoi ça sert de ramasser une météorite? C'est génial parce que 200 ans après, on raconte une histoire qui fait rêver, qui est émerveillante. Cette météorite, elle raconte l'histoire de l'univers. Elle a l'âge de la Terre. Elle est tombée à Toulouse en mai 1864. Oh, où est-ce qu'on enseigne ça aujourd'hui? Comment on partage tout ça? Écoutez le discours politique, c'est affligeant. C'est que la haine de l'autre et puis la séparation. C'est effroyable. Hein. Moi, je cherche le moindre mot de bienveillance. L'amour a disparu. Écoutez nos discours politiques en ce moment. J'ai arrêté sur le prochain chez moi, c'est celui-là, que j'aime beaucoup. C'est un travail fait par des collègues américains. Il nous raconte l'histoire de l'humanité. Il y a 10 000 ans, on était 5 millions d'humains sur la Terre.
Et puis on n'a pas beaucoup augmenté pendant longtemps, 8000 ans, 6000 ans, 4000 ans, 2000 ans, et puis hop, ça c'est 8 milliards, 5 millions. Donc tout ça a été lié avec en fait les progrès de la médecine, bien sûr, et puis aussi des soins. Les femmes mouraient beaucoup en couche, au temps préhistorique. C'était fréquent qu'une maman mettait au monde son bébé et mourait avant le bébé. Et puis on a fait des progrès gigantesques, sur le monde entier d'ailleurs. Maintenant, il y a la mortalité en couche, elle est quand même très très faible, même dans les pays en développement. Ce qui fait qu'on a récupéré beaucoup de bébés et qu'on est rendu à une situation où, quand on regarde aujourd'hui le nombre de bébés qui naissent, il y a un site sur Internet, vous y allez, c'est bip, 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 chaque bébé qui naît. Et les morts se font beaucoup moins. Donc effectivement, on est sur quelque chose où on accélère cette démographie. 8 milliards, aujourd'hui c'est très simple. Bon, on voit que la pente de la courbe diminue. Ça veut dire que ça augmente moins que dans les années 60, 70. Mais n'empêche, ça continue à augmenter. Moi, je prends simplement toutes les femmes aujourd'hui, entre 11 et 50 ans en âge de faire des bébés, et je les prends tout en considération, on va être 9, 10 milliards sur la Terre. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut donner à manger à tout le monde? C'est une vraie question, ça, bien sûr. Je pense que oui. Et par contre, le drame, c'est qu'on a la quantité qu'il faut, mais elle est très mal distribuée. C'est ça le problème. On sait qu'il faut manger beaucoup moins de viande, parce que c'est pas en élevant des vaches et des poulets qu'on va résoudre le problème de donner manger à tout le monde. Un petit peu, moi je suis pas vegan, je j'ai pas honte du tout, mais il faut en manger moins. 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous disais, il y a 1 milliard d'humains qui meurent de faim, et il y a 1 milliard d'humains qui meurent de trop bouffer. La viande en particulier. Très difficile à digérer là. Donc c'est vrai que, eh bien, on voit que tout ça a été lié à des inventions, au progrès, la domestication animale, la roue, 7000 ans, l'irrigation agricole, les âges des métaux, le moulin à eau, le moulin à vent, la poudre noire, je vais y revenir tout de suite, la machine à vapeur, les vaccins, les avions, les matières plastiques, les antibiotiques, les ordinateurs, tout ça fait exploser effectivement la population humaine. On communique de façon incroyable. Je fais une conférence à Bouillac ce soir, on peut très bien l'avoir en Australie, on sait faire ça. Même sur la Lune, si on veut. Donc il y a des progrès incroyables. Et le mot progrès, je vais m'arrêter un petit peu dessus avant de terminer. Je vais vous surprendre. C'est un mot que vous connaissez. Vous ne le lisez plus nulle part aujourd'hui. Cherchez-moi le mot progrès dans la presse. Cherchez-moi le mot progrès dans les travaux scientifiques. Cherchez-moi le mot progrès quelque part dans les journaux. Il a disparu. Il est trop connoté avec les dégâts que le progrès a amenés. La pollution du charbon, la pollution par le pétrole, les saletés qu'on a avec les pesticides. C'est ça le progrès. Le mot n'existe plus. On l'a remplacé par un autre. Lequel? Quel mot vous lisez très souvent qui a remplacé le progrès? Exactement. Donc, croissance, c'est un peu différent. Innovation et l'innovation. La croissance, c'est un peu différent. La croissance, c'est le fait que c'est pas le progrès. Le progrès a contribué à la croissance, c'est pas pareil, c'est pas synonyme, c'est l'innovation. Et lisez, dans les entreprises, on parle de progrès, c'est trop sale le progrès. Et à un moment, on ne vantait que ça, le progrès, le progrès, le progrès. Et puis on a tellement vanté que maintenant, on a dit le progrès c'est trop d'enfants, le progrès c'est effectivement un problème de pollution partout. C'est tout ça en fait. Oui. L'union du progrès et de l'innovation, c'est la disruption. C'est là? C'est la disruption. Oui, oui. Mais en anglais, c'est vraiment parti de l'anglais au départ, innovation. J'achète mon progrès aujourd'hui, vous le chercherez, vous me direz si vous le trouvez encore. Très peu. On peut le lire quelquefois, mais plus beaucoup. C'est pas moi qui ai remarqué ça, c'est un philosophe de l'école normale supérieure qui s'appelle Frédéric Worms qui me faisait remarquer ça. Ben voilà, et je vais terminer par l'arme. Le seul outil, la seule arme de l'humanité pendant 3 millions d'années, c'est le biface. Le biface, un caillou taillé, j'aurais pu vous en apporter. Avec ça, on ne faisait pas grand mal. Le biface. Et puis on est passé à l'arme de jet. Quand les polytechniciens, les centrales d'époque ont inventé l'arme de jet. Je tue à distance. Et là, l'animal ne comprend plus. Ceux qui nous guettaient sont devenus intranquilles. Le lion, la panthère. Il reçoit une flèche tout d'un coup. Plus tard, une balle. D'où ça vient? Il a mal, il meurt. Ça a tout changé. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand vous voyez ces gamins à la frontière du Soudan et du Congo qui ont tous des kalachnikovs et qui tuent tous les éléphants, ben voilà. Et c'est ça, effectivement, sur lesquels il faut qu'on se penche aujourd'hui. Regardez les armes aux États-Unis, les meurtres tous les jours. On tue pas des animaux avec les armes à feu. On tue aussi ses collègues aussi. On tue des femmes. Donc c'est là que, je vais conclure sur un peu de philosophie, mais c'est vrai que l'arme de jet, pour moi, a tout changé.
Et moi, je suis pas un anti-chasse, hein, mais quelquefois, il m'énerve quand même. Quand il tue mes pins sur des arbres, alors là, effectivement, ou mes grives. Et j'en dis, voilà, je te donne la biface, il va me tuer un sanglier avec. Croyez-moi, le sanglier, il a ses chances. Si le chasseur n'a que la biface, le sanglier peut se défendre. Je vais finir à quelques minutes et je t'en Donc la question qui est posée, est-ce qu'on met en place les conditions d'une nouvelle crise d'extinction parce qu'on détruit et on pollue, on surexploite, on dissémine tout partout et le climat change trop vite. Voilà. Donc, je vais aller à la conclusion tout de suite. Ça va durer trop longtemps, voilà. L'océan, le climat, l'avenir agricole. Moi, je crois beaucoup à l'avenir agricole, avec le monde agricole, pas contre lui. C'est un aspect qu'on oublie beaucoup, c'est que le climat qui change affecte le vivant, bien sûr. Mais on oublie que le vivant qui change affecte le climat en retour. Si je coupe les arbres, il ne pleut plus. S'il ne pleut plus, il n'y a plus d'agriculture. Si je surpêche les poissons, les petits pélagiques au large des côtes du Pérou ou de Namibie, il n'y en a plus, les oiseaux disparaissent, qui les mangent, les baleines qui les mangent disparaissent, les poissons qui les mangent disparaissent. Et qu'est-ce qu'ils mangent normalement, ces petits poissons? Sardines, chinchards, l'anchois, le mulet, et puis surtout les maquereaux. Ils mangent du zooplancton. Et lui, comme il est plus prédaté, il explore le zooplancton. Et qu'est-ce qu'il mange? Du phytoplancton, que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vous ai dit, ce phytoplancton, c'est lui qui permet à l'océan vivant de stocker du gaz carbonique. Donc d'aller enlever tous les poissons pélagiques comme on l'a fait, diminue la capacité de l'océan vivant de stocker le CO2. Donc le climat change encore plus vite. Et que tout est lié, en fait. Il faut des connaissances scientifiques pour faire tout ça, bien sûr. Donc voilà, le pleuvoir à long terme, ça va être ça. Ça va être effectivement le biomimétisme, hein, s'inspirer des formes de la nature, des mécanismes, des matériaux, des relations durables, très grande interdisciplinarité. Là, pour mon ami, là, il nous faut un chercheur, un ingénieur et une entreprise. C'est pour ça que pour moi, le monde a 4 piliers qui nous sauvera, il n'y en a pas 50. C'est la science, pas les opinions, on est d'accord, la science, hein, la vraie science. Deuxièmement, la politique, laquelle, hein, on peut en discuter à l'infini. Un monde politique qui va tenir compte de choses qui vont se passer pas uniquement dans 2 jours, mais peut-être dans 10 ou 15 ans. Un monde politique capable de réfléchir. Churchill disait que gouverner, c'est prévoir. Donc un monde politique capable de prévoir, hein, qu'on n'a pas vraiment avec nous en ce moment. Ensuite, nous, les citoyens, les ONG, notre boulot. Alors, là, vous êtes groupés en assos, c'est super, on se défend. On ne se laisse pas faire comme disait Einstein. Mais le 4e pilier, c'est l'entreprise. Si l'entreprise ne s'empare pas de ces questions-là, on n'arrivera pas à s'en sortir. Et moi, je vois des groupes, maintenant des gros groupes mondiaux, qui me disent le profit n'est pas notre seul but. On fait du profit pour créer de l'emploi. Je suis d'accord, évidemment, bien sûr. Il faut qu'on paye les gens qu'on va employer, il faut qu'on emploie nos jeunes, c'est clair. Mais en même temps, il y a l'impact sur l'environnement. Et il y a aussi, effectivement, un monde meilleur vers cette spiritualité que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Comment donner du plaisir aux gens. Et j'écoutais un jeune ingénieur polytechnicien ce matin, qui disait à la radio, ça va beaucoup plus là, un polytechnicien. Hein. Tu vois, ça change les choses. Hein. Il disait, moi, depuis tout jeune, je veux faire de l'aéronautique. Il est très bon, il est à l'X, j'en ferai pas. Je n'ai pas envie de travailler à Métropole des avions qui transporteront des touristes pourris aux Seychelles pour 3 fois rien. Ben voilà. Je trouve ça vraiment très courageux. Il nous faut ces gens-là avec nous, bien sûr. Le major de Polytechnique, qui a 15 ans, il allait chez Total négocier son salaire. C'est fini. Il n'a plus envie d'aller faire ça aujourd'hui. Le monde agricole de demain, ça va être un monde qui n'a pas du tout envie de mettre des pesticides partout. Moi, je savais beaucoup avec les vignerons ici, ils sont en train de changer complètement, hein, ça c'est clair. Hein. C'est plus difficile avec la sylviculture. Donc ça vient tout doucement, avec eux, pas contre eux. Hein. Il faut le faire pour la pêche, c'est pareil en fait. Hein. On est vraiment en train de changer ça. Ce sera plus compliqué effectivement sur le climat. Ce petit coléoptère va essayer de faire de l'eau en plein désert quand il ne pleut jamais. Et cette éponge-là, elle essaie de faire du béton armé. Du béton armé dans un coin sans pression, sans température. Un béton plus souple que le nôtre. Sur un séisme, le bâtiment se déforme, n'écrase pas les gens qui sont en dessous. Comment il fait? On a une petite algue du Méditerranée, une diatomée, qui nous fait un verre incroyable. Beaucoup plus solide que le nôtre. Beaucoup plus léger que le nôtre. Auto-nettoyant. Et quand vous avez fini, vous compostez. C'est ça la magie, en fait, du vivant par rapport à ça. Et pour ça, il faut beaucoup moins d'arrogance pour aller voir comment ils font, bien sûr. Voilà, donc ma conclusion, c'est qu'est-ce que le vivant fait mieux que nous? Le vivant innove, hein, pour répondre à notre ami, là, constamment. Et ceci depuis la nuit des temps, depuis qu'il existe, le vivant innove. Le vivant innove pour tous, y compris pour les gilets jaunes.
que nous, on ne fait pas toujours. Le vivant fait tout avec très très peu d'énergie. Une libellule de Bouillac ici, hein, une libellule qui vole chez vous là, elle vole à 90 km/h, avec 2 watts. Elle encaisse 30 G en accélération. Si vous emmenez, c'est la foire de Bordeaux en ce moment là, il y a un manège Banzai là, qui vous centrifuge. Vous payez 10 €, vous vomissez votre 4 heures, évidemment, bien sûr, hein, et ils vous centrifugez à 4 G. Elle monte à 30 G, 30 fois l'accélération de la Terre. Comment elle fait? Alors, au lieu de mettre des parkings sur les mares et de mettre des pesticides dedans, allons voir comment elle fait, ma libellule. Il y a plein d'exemples. Je pourrais vous en parler des journées de ces exemples-là, bien sûr. Hein. La nature ne fait jamais un produit qui l'empoisonne. Ça, c'est notre drame à nous, c'est la pollution. Depuis 1952, on a inventé en France 50 000 molécules de synthèse qu'on a mis partout et que ni l'humain ni la nature ne savent dégrader. Le chlordécone, on a évoqué tout à l'heure, hein. Ça c'est dramatique. J'ai plein d'amis femmes en ce moment dont la maman est en train d'atteindre 100 ans. Donc 1920, la maman enceinte n'a pas mangé de pesticides, les enfants non plus. J'attends de voir combien de temps revivent les femmes nées après 1952. Les cancers du sein, c'est les pathologies environnementales révélées par tous les laboratoires de recherche. Arrêtons. Si on ne pouvait pas faire ça encore, on pourrait discuter. Mais on ne discuterait pas. C'est trop dangereux en face. On ne tient jamais compte des externalités. Quel est le prix des cancers du sein chez les femmes? De la souffrance qui va avec. C'est pas le prix financier en euros. C'est pas ce que je veux dire. Hein. Les cancers de la lymphe, les cancers de la peau, c'est effrayant. Et surtout, le vivant a toujours un acheteur pour ses déchets. Hein. La vache, elle fait une belle bouse ici, il y a des scarabées qui vont la bouffer, qui vont bouffer la bouse en question. Ça coûte rien du tout. C'est entièrement recyclé, rien ne se crée, rien ne se perd. Nous, ces produits qu'on a faits, personne ne veut les acheter. On a même fait pire, on continue à les exporter dans les pays africains. Comment ne pas avoir honte? On continue à faire des armes en France, hein, des armes terribles, qu'on vend, qui coupent les pieds des enfants, hein, sur les mines antipersonnelles qu'on a vendues au Cambodge à l'époque. Et là, on continue à exporter des saloperies dans des pays parce qu'ils n'ont rien, la Guinée qu'on a créée, tout le monde s'en fout finalement. Hein. Maintenant, ils commencent à les renvoyer. Vous avez vu, l'Inde renvoie des bateaux, hein, qu'on avait emmenés pour être démantelés là-bas. C'est pas possible de continuer comme ça. Quoi. Quelle est l'éthique là-dedans? Quelle est la morale là-dedans? Il n'y en a pas du tout. Quoi. Et je suis sûr que tous les Français ne sont pas comme ça. Moi, je suis heureux d'être avec vous, entre femmes et hommes de bonne volonté, pour qu'on essaye de changer quelque chose. Et pour finir, en fait, le vivant travaille dans des conditions très simples, de température et de pression. Et le vivant travaille avec des éléments qui sont très abondants. La vie, c'est le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Et de temps en temps, un fifrelin d'un truc très rare, un fifrelin de sélénium. Tous les deux, on a un poil de sélénium. Et qu'on ne gaspille pas, hein, tout ce qu'on trouve dans l'alimentation, bien sûr. Donc, ma conclusion, elle est là. Stopper l'économie actuelle stupide et suicidaire, qui consiste à faire du profit ou à le permettre en détruisant ou surexploitant la nature. Et bien ça, on peut changer. Et je finirai sur Edgar Morin et sur Sri Aurobindo, un grand penseur indien qui disait en fait, à l'époque où il n'y avait ni écologie ni écologisme, hein, il disait, là on ne peut plus désormais supporter le développement gigantesque qu'il crée à l'extérieur, par ses activités à lui bien sûr. Hein. Et il disait, si l'humain veut survivre, il faut une transformation radicale de la nature humaine. Hein. Là-dedans. Et pour la biologie, c'est quoi une transformation radicale? Ça s'appelle une métamorphose. Je pense qu'il nous faut une vraie métamorphose dans notre tête à tous. Chacun peut faire quelque chose. Hein. Ce que je raconte, ce n'est pas des choses ésotériques. Arrêtons de dire c'est le rôle des politiques. Il faut qu'ils nous accompagnent, bien sûr. Mais les ONG sont très puissantes aussi, bien sûr. Et les entreprises encore plus. Votre meilleure carte de vote, c'est votre carte de crédit. Arrêtez d'acheter des saletés qui vous empoisonnent tous les jours. Produits d'entretien ou alimentation. Vous êtes le reflet de ce que vous mangez. Et puis, je finis sur Edgar Morin, bien sûr, mon vieux copain. Hein. Il dit la Terre, c'est un vaisseau avec 4 moteurs. La science, d'accord. Pas les opinions, la science. La technique, d'accord. Hein, le petit rover qu'on équipe en ce moment sur Mars, c'est merveilleux. Hein. On est capable de faire marcher un petit robot sur Mars en ce moment. C'est la technique de l'humain. Hein. C'est grâce à la science et aux ingénieurs qui ont mis ça en activité. L'économie, quelle économie? On en a parlé un petit peu. Et le profit. On a dit un profit possible, mais pas créé sur la destruction. On est bien d'accord. Il dit chacun de ces moteurs pourrait être très utile à l'humain ou très délétère. Le probable est inquiétant, on en a parlé.
Mais il y a toujours eu de l'improbable dans l'histoire de l'humanité, en fait. Le futur n'est jamais joué. C'est là qu'est mon espoir aujourd'hui. Il faut une métamorphose. Et il dit, on est Faber, on est pas mal démence, on n'est pas encore Sapiens. Dernière phrase qu'il disait au président Macron au moment de la Covid, un petit peu avant, il disait, à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Ce vieux monsieur, il a 100 ans. Et ma dernière phrase, ça va être en fait que moi qui travaille sur l'évolution depuis que je suis à 8 ans, moi j'étais déjà un chercheur dans cette question-là, j'étais passionné par ça. Et quand je regarde comment toutes ces espèces vivantes se sont adaptées, malgré des changements extérieurs monstrueux, des volcans incroyables, des impacts de météorites, des rencontres de continents, des pollutions dramatiques, il est toujours là. Donc il s'est adapté. Et pour s'adapter, ce qu'on nous demande aujourd'hui, il faut accepter de changer. Alors changeons ensemble. Merci.